LPL continue, place au grand débat. On va s'arrêter sur l'annonce ou plutôt la confirmation du jour. L'ENA, École nationale d'administration, sera bien supprimée et remplacée par un autre système de formation de nos hauts fonctionnaires qui s'appellera l'Institut du service public. Emmanuel Macron l'avait déjà promis à l'issue de la crise des Gilets jaunes, mais depuis l'idée avait été un petit peu mise entre parenthèses. Avant de débattre du bien fondé ou pas de cette suppression, on va revenir sur les hésitations, les atermoiements autour de ce dossier. C'est avec Jordan Klein. C'était il y a 2 ans. Emmanuel Macron, alors confronté à la crise des Gilets jaunes, annonce son intention de supprimer l'ENA, l'École nationale d'administration. Je pense que pour faire la réforme que j'évoquais, il faut supprimer entre autres l'ENA. Mais pas pour se donner le plaisir de supprimer l'ENA, pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux tel que je l'ai dit. Depuis, le sujet n'avait plus été évoqué par l'exécutif jusqu'à aujourd'hui. Dans une réunion, cet après-midi en visioconférence avec quelques centaines de hauts fonctionnaires, le président annonce sa décision, supprimer l'ENA. Une nouvelle école devrait la remplacer avec une gouvernance différente. L'immobilisme est plus fort que toutes les énergies déployées. Mais est-ce que c'est en supprimant l'ENA que tout ça va changer ? Mais c'est en réfléchissant à un mode de sélection et de formation qui soit différent. Emmanuel Macron souhaite attirer des profils différents, plus variés dans les hautes fonctions de l'État, que sont l'inspection des finances, le Conseil d'État ou la Cour des comptes. Mais dans les rangs de l'opposition, cette annonce fait grincer des dents, à droite comme à gauche. Comme il est question beaucoup des riches, des importants, des ministres, alors l'équipe, la team Macron a trouvé une parade ce matin et jette à manger les fonctionnaires au pays en disant nous allons supprimer l'ENA, on ne sait pas pourquoi ça vient maintenant, mais ça vient pour ça, comme ça on va pouvoir jeter des pierres aux hauts fonctionnaires, à l'État. Bon, tout ça c'est de la politicaille à mes yeux. Jamais l'État n'a été autant centralisé, bureaucratisé. Le problème, ce n'est pas l'ENA, le problème c'est le politique qui doit diriger son administration. Avec cette annonce, le symbole est fort. Le président de la République souhaite réformer l'ordonnance qui a créé l'ENA, celle du 9 octobre 1945 du général de Gaulle sur l'organisation de la haute fonction publique. Avec nous pour ce grand débat en direct sur Public Sénat, Vincent Jauvert, bienvenue. Vous êtes grand reporter à l'Obs, auteur de ces 2 livres, Les Voraces, les élites et l'argent sous Macron, et cet autre livre, Les Intouchables d'État. Bienvenue en Macronie. Amine Mbarki est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes élu socialiste à Montreuil. Vous enseignez à l'école polytechnique. Vous êtes haut fonctionnaire, ancien chargé de mission sur les questions économiques au cabinet de François Hollande, si je ne me trompe pas. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, de l'Université de Grenoble et donc de l'ENA. Adeline Baldacchino, bienvenue à vous également. Vous êtes essayiste, magistrate. Vous avez notamment publié Notre insatiable désir de magie, dans lequel vous parlez des erreurs d'Emmanuel Macron et que vous appelez d'ailleurs le dernier roi des énarques, je crois. Vous êtes diplômé vous aussi de l'ENA et en 2015, vous avez publié La ferme des énarques. Jacques Grosperrin est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes sénateur LR du Doubs, secrétaire du Sénat, membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Vous êtes vice-président de la mission d'information sur la politique en faveur de l'égalité des chances et de l'émancipation de la jeunesse. Et vous êtes professeur agrégé, membre du conseil d'administration de l'ENA. Donc 4 personnes parfaitement concernées par le sujet ce soir. Emmanuel Macron la voulait, cette suppression de l'ENA, puis plus vraiment, puis de nouveau. Ce soir, il l'annonce officiellement, il la remplace par l'Institut du service public, l'ISP. Vincent Jauvert, c'était un vrai sujet, il a bien fait ? Symboliquement, certainement, oui. Dans l'histoire, il n'y a eu que 2 créations ou renaissances d'écoles du service public. Ça s'est toujours passé après de très très graves crises. C'était 1872, la création de l'école des sciences politiques, l'école libre des sciences politiques à l'époque, et 1945, la création de l'ENA. Donc symboliquement, il dit aux Français, j'ai compris, la crise générale, sociale, politique, sanitaire est très grave. Alors, fallait-il commencer par là ? Fallait-il faire cela comme ça ? Fallait-il redessiner l'école de l'ENA ? Puisqu'en fait, c'est ça qui se passe, hein, il redessine l'ENA. Il fallait le faire sans doute, mais il me semble que le plus important, c'est de s'occuper des grands corps, de leur place incommensurable dans la société, à la fois dans l'administration, dans la politique et dans l'économie.
Donc c'est un point de départ pour vous. Ça doit être un point de départ, mais pas... Tant qu'on n'aura pas distingué, tant qu'on n'aura pas fait sortir en quelque sorte les hauts fonctionnaires de la vie politique et de la vie économique privée, la France sera ce corps qui a du mal avec ses élites. Amine Mbarki, vous la saluez, vous, cette décision d'Emmanuel Macron, ou vous la regrettez profondément Qu'est-ce que c'est pour vous? Une chasse aux élites, l'ENA bouc émissaire? Comment vous qualifiez cette prise de décision? Il y a 2 ENA en fait. Il y a l'ENA symbole, et je pense que c'est à cette ENA symbole qu'Emmanuel Macron s'attaque cet après-midi. Et puis c'est pas la première fois qu'il annonce cette volonté de réforme. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'un président de la République souhaite réformer l'ENA. Donc quelque chose vient de loin, avec cette critique en creux des élites, qu'il faut aussi entendre et qu'il faut aussi faire évoluer, puisque derrière ça, il y a toutes les grandes prises de décision du pays qui sont prises par ces personnes-là. Alors, tant que cette élite est un peu refermée sur elle-même, qu'elle n'est pas ouverte sur l'ensemble de la population, il y aura toujours cette critique, et l'ENA en est le... Mais vous, par exemple, en tant qu'énarque, vous le prenez mal? Vous dites que là, on s'attaque à quelque chose qui, moi, m'a formé, je le regrette, c'est pas normal? Parce qu'il y a le symbole, et c'est ça qui est aujourd'hui en jeu. Mais derrière ça, il y a l'école qui forme des milliers de serviteurs du service public, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui ne vont pas à la télévision, ceux qui travaillent d'arrache-pied pour faire en sorte que le pays fonctionne au mieux, et depuis d'ailleurs des années et des années, que ce soit d'ailleurs des élèves de l'ENA ou des élèves d'autres écoles du service public, il y a ces serviteurs du service public, et l'enjeu principal, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de cette école. Est-ce qu'on veut ou pas une école qui forme les cadres de l'administration? Il ne suffit pas de changer le nom, quoi. C'est pas le nom uniquement, c'est aussi ce qu'on veut en faire. Jacques Grosperrin, comment vous la voyez, cette annonce? On a entendu beaucoup de choses, mesure démago, un cadeau fait aux gilets jaunes ou aux anti-élites. C'est quoi pour vous? Moi, j'ai le sentiment que c'est un coup de com' du président de la République, et ça peut être un comportement d'un énarque arrogant, alors que je pense que les énarques sont pas arrogants. Je pense qu'il y a d'autres priorités en ce moment dans le cadre de la pandémie, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus populiste. Alors, il avait promis de répondre à cela aux gilets jaunes, donc de le supprimer. Je pense que c'est aussi pour montrer qu'il revient sur ses promesses, qu'il décide de faire ce qu'il a dit au départ. Mais je suis pas persuadé que dans une période aussi difficile qu'on vit en ce moment, ce soit vraiment une priorité. Et puis, je suis choqué sur la forme. Je suis choqué, moi je suis membre du conseil d'administration et je ne suis pas sûr que le président, le directeur de l'ENA ait apprécié d'apprendre cela par les médias. Et puis enfin, sur le fond, c'est toujours pareil, ce sont les réflexes révolutionnaires qu'on retrouve en France. On n'aime pas les élites, on n'aime pas les élus, on n'aime pas les patrons. Je crois qu'à un moment donné, il y a une vraie réflexion à avoir. Il faut être fier des gens qui réussissent, il faut être fier de ceux qui travaillent bien. Qu'il y ait une vraie réflexion. Vous savez, depuis 2018, dans le cadre du conseil d'administration, il y a une vraie réforme qui a été mise en place par le président, avec une ouverture dans ce qu'on appelle les talents des cités. Et c'est dommage. Il y a un 4e concours d'ailleurs qui est ouvert aux docteurs pour les scientifiques, parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'on disait que c'était pas assez scientifique. Il y a une 2e classe de préparation intégrée pour l'égalité des chances. Donc il y avait vraiment une belle orientation qui se mettait en place. Et j'ai l'impression qu'il est en train de casser quelque chose pour faire plaisir à un ensemble de Français, pour dire écoutez, je suis encore là, les réformes continuent, et vous verrez, on va arriver à... Bon, j'ai entendu d'un institut, moi je pensais qu'il allait appeler ça l'Institut national du service public, mais en réalité, c'est pas le problème de la formation de l'ENA. Les étudiants qui sortent, les professionnels qui sortent sont très bien formés, les pays étrangers en sont très fiers. C'est le problème de ce qu'on en fait après, et il faut faire en sorte de les faire sortir de ce microcosme parisien pour les mettre un peu plus en face des réalités. Adeline, mais bon, voilà, c'est encore... Adeline Baldacchino, comment vous voyez cela? Vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron est tombé dans le piège de la démagogie, ou qu'au contraire, il s'attaque à un vrai sujet, vous qui étudiez cette question depuis pas mal de temps quand même?
Alors si on voulait être un peu ironique, on dirait que Emmanuel Macron a envie d'être le dernier roi des énarques, le dernier des énarques et à la fois son exemple le plus abouti, finalement une de ses plus grandes réussites, à peine sorti président quelques années plus tard. Et en même temps, on voit bien que ça n'est pas un hasard si cette annonce vient d'abord en pleine crise des Gilets jaunes, ensuite au moment d'une crise sanitaire profonde. Et il faut s'interroger sur les raisons de ce calendrier, parce que c'est un serpent de mer finalement, la question de l'ENA depuis des années, et pourquoi ça arrive comme ça, et pourquoi ça arrive aussi brutalement, parce qu'en effet, enfin brutalement, après des volte-face, des annonces qui ont plusieurs années, et puis qui ont disparu, et puis qui reviennent, mais brutalement au sens du mode de gouvernance et d'une façon d'annoncer verticalement, qui correspond vraiment à une façon d'exercer le pouvoir qui est extrêmement verticale, en disant en effet du jour au lendemain, en faisant apparaître dans l'actualité, on va supprimer cette école en informant très probablement personne, même pas le directeur de l'école. Et moi je crois que ce qui se cache derrière, c'est aussi une volonté effectivement de trouver des responsables, de se défausser un peu sur la haute fonction publique qui fait malgré tout en effet de son mieux dans un cadre très compliqué, en oubliant la responsabilité du politique, de la manière de faire de la politique, et que c'est pour ça que ça arrive maintenant. Alors que le vrai sujet autour de l'ENA est un sujet, j'ai envie de dire, beaucoup plus prosaïque d'une certaine manière, mais beaucoup plus profond que tout ça, qui est certes ce qu'ont fait des gens une fois qu'ils sont sortis, mais j'ai envie de dire que les carrières, on s'en moque un peu, en tout cas pour le citoyen lambda, il n'est pas très intéressé de savoir si on va faire une carrière extraordinaire, fulgurante ou pas. Le vrai sujet, c'est pas ça, c'est comment être formé à l'école d'une manière qui nous rende le plus utile possible, le plus opérationnel possible, le plus en prise avec la société, d'une manière impeccable en termes éthiques. Et pour ça, l'ordonnance de 45 initiale qui a créé l'ENA et qui disait, on l'a créée pour donner aux fonctionnaires le sentiment des devoirs que cette fonction publique implique, je crois qu'elle était très juste. Et au fond, on aboutit là à un processus qui est en fait un processus de néolibéralisation, pour employer des grands mots, et de privatisation des modes de recrutement de l'État, qui ne va régler aucun des problèmes de fond que peut poser l'uniformité parfois idéologique de la formation, à laquelle il faudrait en effet pouvoir s'attaquer. Vous avez raison de remonter à 45. Moi j'ai été chercher du côté de l'allocution du général de Gaulle en 59, le 17 novembre, lors de sa visite de l'ENA. De Gaulle dira ceci: il fallait que ceux qui servent au premier rang constituent une élite intellectuelle et morale. Alors il y a effectivement cette question de calendrier qui interroge. Il faut dire que la crise Covid est passée par là. Alors elle a pour certains révélé ou confirmé un problème d'efficacité de nos hauts fonctionnaires. Procès injuste ou pas, vous me direz ce que vous en pensez. C'est en tout cas l'objet d'une tribune au Huffington Post signée par plusieurs dizaines d'agents publics de différents horizons, d'entrepreneurs qui nous disent, après la crise Covid, comment rendre la haute fonction publique plus opérationnelle. Notre pays a besoin de hauts fonctionnaires praticiens pour répondre concrètement aux problèmes du moment. Pour changer le réel, il faut des hauts fonctionnaires qui ont pratiqué ce réel. Fin de citation. Alors la crise Covid a-t-elle été un nouveau détonateur pour Emmanuel Macron? Je voudrais qu'on écoute Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui en a dit un mot. C'est assez subtil, écoutez bien, mais il parle de cette crise. Vous savez, la volonté de briser les corporatismes et d'avoir une haute fonction publique plus efficace, plus attractive, plus souple, plus à l'image de la société, a été exprimée par le président de la République dès le début du quinquennat. Beaucoup de mesures, beaucoup de réflexions ont été lancées. Je pense notamment au rapport Thiriez, je pense à la mise en place il y a quelques semaines, vous vous en souvenez, le président de la République l'avait annoncé dans un déplacement, la mise en place d'une voie d'accès spéciale pour les boursiers aux écoles de la fonction publique. Le président avait évoqué encore une fois tous ces sujets, notamment l'ENA en avril 2019. Et donc ce que je peux vous dire, et c'est ce que traduit la réunion de cet après-midi et l'intervention du président de la République, c'est que notre volonté de réformer la haute fonction publique est intacte, et je dirais même que la crise l'a renforcée et l'a finalement décuplée. La crise l'a renforcée, l'a finalement décuplée, Vincent Jauvert. Est-ce que cette crise Covid a été une nouvelle étape qui a pu montrer les défaillances possibles de hauts fonctionnaires qui n'ont pas su gérer, ou alors est-ce qu'Emmanuel Macron se défausse sur eux? Bon, un peu des deux, évidemment. On a vu les catastrophes, notamment au niveau des ARS, parfois. Et évidemment, Macron a besoin de boucs émissaires. Moi, ce qui me frappe dans ce qui est dit, c'est qu'on a besoin de gens compétents dans les domaines. Pourquoi a-t-on besoin d'une école ?
On est le seul pays au monde à peu près à avoir une école pour former des hauts fonctionnaires. Il y a d'autres pays qui fonctionnent plutôt pas trop mal, comme l'Allemagne, qui emploie des gens qui viennent de l'université ou d'ailleurs, des gens compétents dans leur domaine. Pourquoi avoir besoin d'administrateurs généraux qui, en gros, quand ils arrivent, ne savent rien faire et dont on estime que parce qu'ils ont fait de bonnes études, ont la capacité de gérer des choses. Mais moi, je me demande pourquoi il y a beaucoup de responsables d'ARS qui sont des conseillers d'État, grand Dieu. Est-ce parce que c'est un poste très bien payé qu'il faut recaser les conseillers ministériels ? C'est souvent le cas. Alors, on va me traiter de populiste, mais c'est pourtant la vérité. En réalité, je ne pense pas qu'on ait besoin d'une école. On a besoin de... Donc là, c'est même l'idée même du général de Gaulle que vous remettez en question. Ah, mais général de Gaulle, ça venait d'ailleurs. Ça venait de la résistance. Ce sont des gens qui voulaient se séparer de l'élite d'avant et en former une nouvelle, plus démocratique, plus ouverte. Ça a été un échec qui a été noté tout de suite, 10 ans après. Ça fait 70 ans que l'ensemble de la classe politique, y compris ceux qui venaient avant les LR, les Jacques Chirac, souvenez-vous de la campagne de 95 de Jacques Chirac, ou de 96, que disait-il ? Il disait exactement la même chose que Macron. Il faut supprimer l'ENA, il faut supprimer cette technocratie dont il était. Et lui n'a rien fait. Emmanuel Macron, pas grand-chose non plus. Donc, cette école, son problème, c'est les promotions, notamment, parmi les multiples choses, sont les promotions. Vous connaissez la promotion Voltaire, l'équipe Hollande, la promotion Senghor. Voilà. Amine Mbarki, vous avez peut-être envie de répondre, vous aussi, vous êtes d'une promotion. Est-ce que cette crise a pu être aussi un détonateur ? Est-ce qu'elle a révélé une forme de défaillance de ces hauts fonctionnaires ? Je ne crois pas que tous les énarques se valent. Je ne crois pas que tous les hauts fonctionnaires se valent. On ne peut pas dire que tous sont mauvais, tous sont très bons. Il y a une grande diversité de profils. Et s'il y a eu des défaillances, elles tiennent autant à la personne et à ce qu'elle a pu faire que à sa formation antérieure. Formation, par ailleurs. C'est plus lié à des individus qu'à une espèce de formatage qui les aurait déconnectés de la réalité ? Je ne crois pas. En fait, je pense que la moitié des élèves de l'ENA, d'abord, ont fait des choses avant. Puisque la moitié d'une promotion, c'est des fonctionnaires qui ont parfois un long parcours derrière eux et qui utilisent l'ENA pour une avancée professionnelle, ce qui est d'ailleurs son objectif. Et donc là-dessus, c'est aussi une bonne chose. Pareil dans le privé. Il y a une partie de la promotion qui ont plus d'une dizaine d'années d'expérience et qui donc font c'est l'ENA. pas que des gens perchés dans un entre-soi. Il y a la moitié. Évidemment, la critique cible l'autre moitié, c'est-à-dire des gens qui sortent des mêmes écoles, et c'est là où l'enjeu. L'enjeu, il n'est pas tant de savoir si à l'ENA, on est plus ou moins bien formé. C'est une question, elle est importante. Mais c'est aussi de voir qu'est-ce qui se cache derrière la sélection au concours d'entrée et à l'accès à ces écoles. Ce qui devrait, à mon avis, changer, et ça a été rappelé, c'est de faire en sorte que toutes les catégories scolaires, sociales, à un moment donné, se disent on est en mesure d'accéder à ces concours. Il y a une forme de vocation au service public qui se traduit par la possibilité de passer ces concours. Les concours sont aujourd'hui concentrés sur ça arrive en bout de sélection. C'est-à-dire que la plupart des élèves ont fait Sciences Po avant, la plupart ont fait des bons lycées, bref, la sélection, le formatage, s'il devait y en avoir un, il n'est pas allé là. Il est bien avant. Là. Donc il y a tout un cycle avant, et c'est là l'enjeu principal, c'est de voir comment est-ce qu'on diversifie les sources de recrutement pour faire en sorte que ceux qui arrivent à l'ENA soient plus divers que ceux qui sont aujourd'hui. Adeline Baldacchino, vous qui parliez de ce calendrier, la crise Covid a forcément joué dans cette annonce du jour ? Il me semble, il y a eu d'abord la crise Gilets jaunes, ensuite la crise Covid. Il faut essayer d'avoir des effets d'annonce comme ça qui soient positifs parce qu'on croit que ça répond à une attente probablement complètement fantasmée et imaginaire en fait de la société. Je ne crois pas que la priorité aujourd'hui des gens soit de savoir comment va s'appeler l'école qui formera les hauts fonctionnaires. Le vrai sujet, c'est de se demander pourquoi on se focalise aujourd'hui à ce point-là sur cette formation et de comprendre pourquoi on n'arrive pas à
défendre l'idée qu'il puisse y avoir en effet un socle commun relevant d'une vision de ce qu'est l'action publique, de ce que sont les communs, de ce qu'est le bien commun, qui impose peut-être d'avoir à un moment donné un passage par un institut, une école, peu importe, un endroit où l'on apprend à servir les autres avant de se servir soi-même. Et ça, je crois que ça reste une vraie différence et assez fondamentale avec les types de recrutement plus classiques qu'on peut avoir dans le privé. Donc il y a une histoire certes qui explique la création de l'ENA, mais j'ai envie de dire que la période très particulière que l'on vit, elle justifierait largement une vocation de l'ENA qui ressemblerait à celle que défendait De Gaulle ou à l'époque Thorez, puisque c'était à la fois gaulliste et communiste, de vouloir une école un peu particulière qui soit une forme de sas d'entrée dans le service public, en tant qu'il n'est pas la même chose que la recherche du profit, pour dire les choses extrêmement simplement. Et cette vocation-là, je pense qu'elle reste légitime et qu'il ne faudrait pas jeter le bébé du haut fonctionnaire avec le bain de l'école et renoncer à cette vocation au nom d'un institut du service public qui sonne, j'ai envie de dire, très managérial, certes, mais est-ce que ça va beaucoup nous avancer en termes de compétences? J'entendais ce mot-là tout à l'heure. Évidemment que c'est ça qui est important. C'est que les gens qui en sortent soient suffisamment bien formés pour être au bon endroit, au bon moment, non pas parce qu'ils ont une étiquette sur le front, celle d'énarque ou celle de conseiller d'État ou autre, mais parce qu'ils sont bons là où ils sont. Et je crois qu'il y a un certain nombre de métiers au sein de l'État, de coordination, qui impliquent une connaissance très particulière de l'État et pas seulement un recrutement direct à la sortie, en fait, de quoi? Ce serait à la sortie de Sciences Po ou ce serait à la sortie des écoles de commerce et je ne suis pas sûre qu'on améliore en faisant ça la qualité du service public. Jacques Grosperrin. Oui, moi je pense que de créer ou de vouloir remettre en place une nouvelle école qui permettrait à d'autres formations ou d'autres fonctionnaires de sortir, c'est peut-être une bonne idée, mais si c'est refaire la même école avec le même principe et ne pas permettre cette mobilité après, parce que je crois que c'est ça la difficulté. Il faut absolument que ces hauts fonctionnaires puissent être mobiles dans tous les domaines de l'administration, mais également puissent aller dans le privé, dans le public, etc. Je crois que c'est important. Lorsqu'on disait tout à l'heure l'ouverture à la diversité, vous savez, en 2019, 36% des étudiants qui étaient candidats au concours étaient des candidats boursiers. Donc, c'est un faux problème. Moi, je voudrais revenir quand même. Je pense que c'est une manière de faire oublier les couacs. C'est une manière pour le président de la République de se déresponsabiliser vis-à-vis de l'exécutif. Et il est important de le dire. Les hauts fonctionnaires sont au service des élus. Si à un moment donné, les hauts fonctionnaires prennent le pas sur les élus, c'est que les élus, l'exécutif ne fait pas son travail. Ensuite, regardez le nombre de ministres qui ont réussi l'ENA ou qui ont fait Sciences Po, qui sont autour d'Emmanuel Macron. Donc, si à un moment donné, il voulait remettre en cause la formation, l'équilibre, je crois qu'il aurait fait peut-être aussi appel à beaucoup plus de diversité. Donc, moi, je pense que c'est un faux problème que l'on fait à l'ENA. C'est une manière de se défausser, de lancer un pavé dans la mare, de parler d'autre chose, de ne pas régler les problèmes de pandémie, de vaccins, etc. Ce n'est pas que la responsabilité, je l'entends, la responsabilité des ARS, il est vrai, mais à un moment donné, il y a un patron. Le patron, c'est l'élu, c'est le président de la République. Et sa responsabilité est véritablement engagée à ce niveau-là. Eh ben, vous êtes complètement en phase avec le patron de votre groupe au Sénat qu'on va écouter dans un instant. Pour le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, on en arrive là parce que le politique a failli, bien plus que les élites. Écoutez. Le problème, ça n'est pas l'ENA. Le problème, c'est le politique qui doit diriger son administration. Qu'il y ait des privilèges, qu'il faille mettre fin à des privilèges, parce que parfois on en crève en France, des allées et venues entre le public, le privé, où on retrouve les avantages. Oui, mais on a besoin d'une élite. Je vous disais il y a quelques instants que j'étais patron de département. J'étais patron de région. Et j'ai eu au sommet de la pyramide de mes administrations de jeunes énarques. Je peux vous dire, je leur tire le chapeau, c'était des gens de très grande qualité. Simplement, c'est pas eux qui me dirigeaient, c'est moi qui les dirigeais. Vincent Jauvert. Oui, il a raison, certainement. Alors, ce qui est étrange, c'est que les hommes politiques sont, pour beaucoup, énarques et essentiellement issus des grands corps. Pour moi, le sujet, c'est les grands corps. Le reste, la masse de l'ENA, sont des gens qui font leur métier normalement, mal payés en général. Et donc, ces hommes politiques issus des grands corps, notre Premier ministre, notre Président, le Premier ministre d'avant, l'ensemble qui sont autour d'eux, écoutez, il y aurait une chose très simple à faire.
une loi qui est celle qui est en Grande-Bretagne, et qui n'est pas le dernier pays en matière de démocratie, qui est très simple. Tout fonctionnaire, mais en général les hauts, qui veut entrer en politique, doit démissionner. C'est tout. Démissionner de la fonction publique. Notre paysage politique serait radicalement changé. On aurait des hommes politiques, et on aurait des fonctionnaires, et pas les deux. Et si en plus on mettait une petite dose de... les hauts fonctionnaires en général, qui veulent pantoufler, ne peuvent pas pantoufler avant 5 ans et non pas 3 ans, parce qu'aujourd'hui c'est plus que 3 ans, et dans le secteur qu'ils ont contrôlé pendant 5 ans, on n'aurait pas le même paysage économique. Pour moi, le problème il est là. L'ENA, c'est une école qui forme très mal, ils le disent tous, les générations d'énarques, notamment la promotion Macron, écrivent tous à leur ministre de tutelle pour dire, et sûrement celle de madame, on est mal formé, c'est n'importe quoi, à part les stages. Pourquoi ? Parce que c'est classé, parce que leur objectif est le classement. C'est pas de former, c'est de classer. Et ça, Emmanuel Macron, dans son institut classé, pour rentrer dans les grands corps, dans les 15 des grands corps. Les autres, tout le monde s'en moque. C'est pourtant eux dont on devrait s'occuper. Donc c'est sur le plan législatif, en tout cas, qu'on pourrait faire quelque chose. C'est très simple. Alors, Jacques Grosperrin, peut-être que vous avez envie de... Très simple. Ça peut vous inspirer. Très simple. Oui, alors on peut faire quelque chose, vous avez raison, mais je ne suis pas persuadé que le fait de demander aux énarques de démissionner lorsqu'ils s'engagent en politique, on l'a vu d'ailleurs, certains l'ont fait, Bruno Le Maire l'a fait, d'autres l'ont fait, je ne suis pas persuadé que ça soit la solution. Moi je pense qu'il est important de mettre en place certainement une nouvelle école qui puisse, comme je le disais tout à l'heure, permettre de former des futurs hauts fonctionnaires. Mais je pense que la réussite de cette école dépendra essentiellement de l'agilité, de la mobilité que l'on donnera. Au-delà de la formation, c'est ce qu'on fera de ces hauts fonctionnaires une fois qu'ils sortiront de ces écoles, sans oublier qu'ils sont au service des élus, les élus sont au service de la population et au service de la France. Amine Mbarki. Il ne faut pas, à mon avis, faire de faux procès. S'il y a eu certaines défaillances, ça a été dit, des privilèges, des pantouflages dans le privé qui peuvent amener à des conflits d'intérêts, il faut que ça cesse, effectivement. Et l'ENA n'est pas fait pour ça. Et elle n'a jamais été fait pour ça. D'un autre côté, ne pas oublier que, d'une part, cette école, elle a vocation à former des gens pour servir l'administration, pour servir le pays. Et moi, je suis très attaché à la question de l'école, parce qu'il y a aussi derrière la question du concours. Dans toute la fonction publique, que ce soit la fonction publique d'État, hospitalière, territoriale, il y a d'abord un concours qui permet derrière d'intégrer une école pour se former. L'ENA n'est qu'une école parmi tant d'autres. Parce que ce concours, il permet à l'instant T de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Alors évidemment, il faut qu'avant ça, il y ait les mêmes chances pour chacun, d'où la création, ça a été cité, d'une filière spécifique pour les personnes qui sont peut-être plus éloignées des codes classiques de Sciences Po, etc. Mais le concours a cet avantage. Et supprimer ça entraîne le risque que l'administration soit gangrénée par la cooptation, comme c'était le cas avant l'ENA. C'est-à-dire que si vous voulez vous voulez être diplomate, il fallait être fils de diplomate. Adoubé par quelqu'un. Voilà. Avec le concours, vous avez des centaines de profils dont les parents n'ont jamais été fonctionnaires, qui sont loin des catégories aisées et qui ont pu intégrer l'administration et servir à des très belles responsabilités leur pays. Adeline Baldacchino. Oui, je pense qu'effectivement, sur la question du pantouflage et des conflits d'intérêts, là, il y a quelque chose à faire. Et voilà, si on veut renforcer la confiance dans les personnes qui œuvrent au service de l'intérêt général et ne pas avoir toujours un doute ou un petit warning qui s'allume dans un coin de l'esprit parce qu'on se demande si ils vont pas en retirer un intérêt personnel. Là, il y a vraiment quelque chose à faire sur ces passages publics-privés qui sont devenus une sorte de tarte à la crème moderne où on dit il faut absolument les favoriser parce que c'est formidable d'amener aux uns les compétences des autres et ça devient en fait une passoire et l'alibi parfait pour à Bercy faire tout ce qu'il faut pour ensuite aller travailler dans le secteur qu'on régulait quelques mois plus tôt et gagner beaucoup d'argent. Donc là-dessus, on pourrait en effet agir.
Pour le reste, je pense en effet qu'il ne faut pas remplacer le classement par le réseau et par la cooptation, parce que c'est ce qui nous pend au nez dès qu'on sort d'un régime de concours ou qu'on essaye d'objectiver d'une manière ou d'une autre un mérite, même si on sait que le mérite a en effet des origines sociales et que c'est compliqué, qu'il faut agir le plus tôt possible au niveau de l'école, très tôt, et au niveau des prépas pour entrer à l'ENA en élargissant le plus possible les voies d'accès, c'est évident, mais surtout ne pas aller remplacer même un classement par au fond des entretiens individuels entre amis de bonne famille qui se seraient repérés depuis des années et qui pourraient entrer encore plus vite dans les grands corps. Merci infiniment, désolée de vous couper un peu brutalement, mais le chrono tourne. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce débat. Si vous avez envie d'aller plus loin d'ailleurs sur le sujet, je vous invite à regarder Un Monde en Doc ce samedi à 21h. Vous pourrez découvrir le documentaire d'Émilie Lançon et d'Alix Etourneau, ENA, pourquoi tant de haine, suivi d'un débat animé par notre confrère Jérôme Chapuis. C'est la fin de cette émission. ALPL revient lundi à 18h et 22h avec ma collègue Tam Tranui. Moi je vous retrouverai la semaine suivante. Demain, Bonjour chez vous, délocalisé à Marseille dès 7h30, émission spéciale. Oriane Mancini recevra le maire de la ville, Benoît Payan, et Renaud Muselier, président de la région Sud. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat.